Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a dans le cœur certes une petite fille oubliée, mais aussi quelques héros, pas beaucoup, une poignée de visages rassurants élevés au rang de modèle, Indiana Jones, Snake Plissken, John McClane, des durs, des tatoués, mais aussi quelques comiques, en tout cas au moins un, Jerry Seinfeld, imparable génie de la vanne parfaite d'apparence innocente, mais qui vous reste collé au cerveau pendant des années. Joie du monde moderne, Seinfeld a récemment signé un deal avec Netflix qui lui a commandé un special Jerry Before Seinfeld dont on va causer, c'est une première, avec les 4 petits comiques réunis ici autour de la table de l'antenne Paris. Lélo Jimmy Batista, salut Jimmy. Salut Thomas. Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. David Honora, salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est Nos Ciné, épisode 99 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Yannick Dahan, qui en plus d'avoir la bouche pleine, vient de se lever pour aller chercher du fromage. C'est la détente absolue autour de la table de Nos Ciné. C'est pas grave Yannick. Réfléchis déjà à ta reco s'il te plaît. Jerry Before Seinfeld, c'est un special à l'ancienne, donc sur scène face au public, mais pas que, puisque c'est aussi une petite visite guidée dans la vie, la jeunesse et les débuts de Seinfeld, qui reprend pour nous certains des beats qui ont fait de lui la superstar du stand-up qu'on connaît aujourd'hui, tout en n'oubliant pas de nous sortir quelques nouveautés prouvant au passage qu'il ne craint pas grand monde dans son domaine. My parents, they did not know where my school was. They did not know what my grades were. They didn't know where I was. I was like a raccoon to my parents. You know there's one around, but no one's tracking the actual whereabouts. C'est une de mes vannes préférées. C'est la première fois, je crois, qu'on consacre une émission à un spectacle, une émission classique. On avait fait quelques extras sur le sujet. Amy Schumer. Amy Schumer, voilà, on avait fait un extra sur Amy Schumer. Ou c'était une émission peut-être totale, je ne me rappelle plus. Bref, ce spectacle, ceci dit, c'est pas tout à fait un spectacle classique. Je vous donne la parole, messieurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Jerry Before Seinfeld? Jimmy, tu as l'air perdu totalement dans tes pensées. Ouais, je suis en train de penser à autre chose. Tu réfléchissais à la blague. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est pas un spectacle exceptionnel, hein, mais c'est un bon retour de Seinfeld, avec du déjà connu, du un peu nouveau, avec ce retour vers le passé, avec toutes les petites archives et tout. Et puis on retrouve le Seinfeld qu'on aime bien et qu'on a envie de revoir, enfin, ce qui est une espèce de personnage à la fois un peu inhumain puisqu'il est ultra technique et puis il a ce côté comme il avait dans la série qui est très genre idéal mais qui en même temps est totalement inadapté au monde, hyper sauvage et là en plus il a gagné en personnalité, enfin il a gagné un peu le personnage un peu bougé ces dernières années parce qu'il a quand même pris position pour des choses notamment tout ce qui était le politiquement correct aux États-Unis sur les campus, etc. Donc non, c'était vraiment chouette de le revoir là. Après j'attends plus la suite en fait, puisque là c'est plus vu qu'on en parlait avant l'émission, il a signé pour d'autres choses, il va notamment le Comedians in Cars Getting Coffee qui sera pour Netflix, et voilà, tout savoir un peu comment ça va se passer, parce qu'en fait là pour le moment effectivement il a signé un deal qui est mirobolant. Moi j'ai entendu 80 millions, après la séance ça va jusqu'à 100 000, ce qui est quand même assez fabuleux. 100 millions de dollars, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'argent pour un stand-up. C'est le budget de The Irishman de Martin Scorsese par exemple. Donc c'est 135 ou 140 c'est 135 déjà, ça fait ça augmente toutes les semaines en même temps le Scorsese, donc ça te fait qu'avancer. En tout cas c'est beaucoup d'argent et donc on attend de savoir effectivement ce qu'il va y avoir derrière, parce que pour l'instant là c'est un stand-up qui est à l'image de celui de Louis C.K. qu'il a fait en début d'année, c'est-à-dire qui est plus que correct mais qui est pas non plus un stand-up, c'est-à-dire Louis C.K. qui est très bien, il valait pas Hilarious par exemple qui est 100 fois mieux, et là le Seinfeld je pense que il y a des spectacles qu'il a fait par le passé qui sont beaucoup plus bourrins en quantité quoi. Là il est correct. Il est en mode régime. Stéphane. Le truc, c'est qu'il faut peut-être préciser que précise. Que en fait, c'est un spectacle de réintroduction de Seinfeld, en fait, en quelque sorte, parce que c'est en gros, il revient dans la scène de ses débuts et il reprend. En fait, même si c'est pas évident au début, il le précise plus tard. Il l'explique quand même assez rapidement. Il raconte sa première blague. Il raconte sa première blague, mais en fait, en gros, tu pourrais vraiment croire que c'est une séquence nostalgie entre guillemets, si tu veux. Sauf qu'en fait, à la fin, il t'explique vraiment, voilà, avec quoi je suis arrivé au Tonight Show devant Johnny Carson en 81. Voilà, en gros, le highlight de mes 5 premières années sur scène, quoi. Et du coup, en fait, il y a un côté, c'était marrant parce que quand je regardais j'ai rigolé, tu vois, parce que je suis un gros fan de Seinfeld. Oui. Et il y a vraiment des trucs très drôles, quoi. C'est vraiment super drôle. Faut préciser que il y a un truc, ce que j'aime chez Seinfeld et ce qu'il fait mieux que n'importe qui d'autre, en fait, c'est cette espèce de comique d'observation, c'est-à-dire que c'est un comique qui, contrairement par exemple à Louis C.K. que tu viens de citer,
ne s'autorise aucun fuck. C'est Jamais pour de lui, gros c'est le comment dire. C'est le easy loss. Voilà, c'est ça, le rire facile du stand-up, quoi. Et le truc, en fait, c'est que comme il fait ça, ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait croire que ça pourrait. Enfin, c'est-à-dire, il y a des moments où je me disais, tiens, mais d'où vient cette observation? Ça a l'air un peu vieux jeu. Par exemple, il y a un espèce de moment sur les fleurs et les femmes, et voilà. Et je me disais, bon, ça, c'est peut-être un peu vieux jeu. Et en fait, non, c'est. Alors bon, on m'a fait comprendre que non, ça peut encore fonctionner sur les femmes, les fleurs. Hein. On t'a fait comprendre à la maison. Voilà, on m'a fait comprendre à la maison. Voilà, mais le truc, c'est surtout que je me disais, bon, ça avait l'air un peu dépassé. Effectivement, ça s'explique par le fait que c'est des sketchs qu'il a écrits en 75 et qu'il rejoue. Alors effectivement, comme tu disais, comme une machine hyper bien huilée, voilà. Mais c'est pour moi, en fait, si on veut, alors c'est méchant, enfin, c'est très très méchant ce que je vais dire, et en même temps, je pense que les gens voient pas forcément la connexion. Mais sans Seinfeld, il y aurait pas tous les horreurs qu'on a sur YouTube en France, tu vois. Je veux dire, voilà, et tous les Norman et les mecs comme ça, en fait, qui font de l'humour. Comment dire, coupé à la flotte, quoi, tu vois. Et le truc, c'est que bah, si tu veux voir un vrai mec qui est capable de faire ça, et des mecs en fait qui pensent qu'ils sont capables de faire ça mais qui sont absolument pas capables de faire ça, bah t'as Seinfeld, et puis t'as les youtubeurs français, voilà, j'en citerai pas plus, quoi. Mais le truc, c'est que c'est marrant parce qu'il le dit clairement il parle pas évidemment des youtubeurs français, mais il dit clairement, je sais qu'il y a des gens qui pensent que vous pensez tous que vous êtes drôle et que vous êtes capable de le faire, et c'est sa manière de dire non. Oui. C'est un job, en fait. Il y a un vrai truc derrière, il y a une vraie trouille, en fait. Voilà. C'est son leitmotiv depuis vachement longtemps, parce qu'il y avait eu le film Comédienne, notamment, qui était vachement intéressant sur son retour à la scène après la série. Surtout à une époque où tu n'avais pas autant de documentaires sur les stand-up comédiens. Mais le truc, c'est que le fait intéressant, en fait, si tu veux, de cette. C'est ce que je trouve qu'il ne pousse pas assez. C'est-à-dire que c'est un film, c'est un épisode qui dure 1 heure, en fait. Mais ça pourrait durer 1h30, et s'il y avait justement un peu plus d'archives. Et si il rendait ça un peu plus drôle, parce que moi, il y a un moment qui m'a fait, je me suis dit, tiens, il écrit des gags pour carrément dans l'aspect documentaire de l'épisode. Et c'est le moment où il dit, voilà où j'ai grandi, en gros, si j'avais été un serial killer, je serais un bien meilleur comique, quoi. Parce que en fait, il montre la banlieue, il montre le truc de base simple et tout, quoi. Et c'est drôle, en fait, enfin moi, ça m'a fait marrer. Et c'est dommage qu'il pousse pas ce concept, en fait, jusqu'au bout, quoi. Mais voilà, donc et en fait, alors que je me retape en ce moment la série. Et il y a des moments, voilà, il y a des moments où, effectivement de cet épisode, enfin de ces sketchs d'avant, en fait, qui reviennent dans la manière. Il y en a plusieurs qu'on repère. Voilà, donc c'est assez marrant de voir la constance du bonhomme et la façon dont finalement. Il récupère une blague et il la redit de manière, tu vois, enfin il l'affine au fur et à mesure du temps. Son côté technique, c'est-à-dire des fois il va comme un guitariste va sortir un méga gros solo juste pour montrer qu'il peut le faire. Lui il va sortir une vanne justement très technique sur un mot. Il fait une vanne sur left, un moment qui est pas très virale. C'est sa première blague. Qui est la première blague et qui vraiment est sur les gauchers assez bien foutue. Qui n'est que de la technique pour le coup. Ouais, c'est la force hallucinante de ce mec. Pour moi, hein, c'est un technicien de folie furieuse. On n'a pas parlé de Seinfeld. Moi, j'ai toujours considéré, j'ai toujours préféré de loin, tu vois, là où un Louis C.K. va 1000 fois plus m'intéresser sur scène que dans les séries qu'il fait, même si elles sont très, très intéressantes, c'est pas le problème. Ça a atteint un niveau, c'est pas le même registre. C'est un tel niveau, la série Seinfeld, que moi j'ai toujours eu un peu de mal après à le trouver derrière. Évidemment, il est pas tout seul dans Seinfeld, et ils ont réussi à créer quand même une panoplie de personnages hallucinants avec des acteurs monstrueux dedans, qui étaient en plus tous extrêmement différents. Mais donc la qualité, c'est ça. Et moi, quand je revois ce truc-là, je suis à la fois hyper content parce que je me marre comme Steph sur plein de passages où ça fait mouche avec une précision hallucinante, et où la limite du truc, c'est cette technicité aussi pour moi. Et ça, c'est marrant parce que on parle de la blague qui l'a déjà utilisé, qui fait revenir tout ça, mais ça c'est quelque chose dont il parle extrêmement souvent dans cette émission qui fait, tu sais, qui est autour de la table avec d'autres comédiens, une émission Talking Funny qu'ils avaient fait, c'était un special pour HBO. Voilà, mais ils en ont fait plusieurs où autour de la table, tu sais, t'as Ricky Gervais, t'as Louis C.K., t'as Chris Rock qui est son pote, et t'as lui, et régulièrement il répète. Et je pense que c'est une différence fondamentale, et c'est pas pour rien qu'ils y reviennent dessus. Les deux écoles du comédien, l'école Seinfeld qui est de se dire, j'ai une bonne blague, je vais l'éprouver jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, et quand elle est parfaite, je vais continuer à la faire.
Et je vais quelque part rejouer toujours un peu le même spectacle. Là où les autres disaient, pour nous, c'est impossible, quoi. Il faut qu'on casse un truc, qu'on passe à autre chose. C'est qu'on n'est pas sur le même registre. Moi, je voudrais pas que le côté non-fuck, si tu veux, soit l'unique différence qu'on puisse créer avec d'autres stand-up, évidemment. Hein, mais c'est une évidence, mais il faut le dire. Il y a aussi quelque chose de la pudeur. Et c'est ça qui est extrêmement particulier, moi, je trouve. C'est ce qui me touchait chez un Seinfeld plus jeune, que je trouvais probablement quelque chose de l'ordre de la psyché. Hein. C'est chacun son rapport. Là où Louis C.K. est capable d'aller trifouiller ses tripes et te sortir les trucs les plus embarrassants de la planète, mais tu les as tous vécus, donc ça te connecte aussi énormément. Là où il va avoir cette espèce, comme le disait Stéphane, d'observation à distance du quotidien et de pointer des trucs qu'on a tous vécus. Donc c'est marrant parce que c'est des humoristes qui touchent à ce qu'on fait au quotidien dans une banalité, en donnant des proportions énormes, et qui pourtant ne sont pas sur le même angle et pas sur le même point de vue. Donc du coup, et qui sont fascinés l'un par l'autre, qui est assez drôle. Ouais, mais c'est là pour moi la limite. Mais alors ça, c'est vraiment un ressenti extrêmement personnel. Je juge pas Seinfeld, que j'adore, et j'ai suivi toutes les séries et tout ce qu'il a fait. Je suis encore plus fan de Louis C.K. pour d'autres raisons qui sont sans doute éminemment personnelles. Mais il y a ce côté, ok, je viens vous raconter ma vie dans le comic strip où j'ai débuté, mais t'as du mal quand tu vois ce personnage qui a vieilli, qui est plus empâté, qui n'a plus rien à prouver. Ça m'a fait presque un peu de la peine, j'ai envie de dire. Pas l'humour, pas le spectacle qui était chouette, c'est pas un problème. J'ai vu plus drôle, j'ai vu beaucoup moins drôle aussi. C'est pas ça, mais c'est cette dimension encore aujourd'hui, malgré tout ce que je suis, tout ce que je représente, tout ce que j'ai gagné et tout. Je vais continuer à techniquement faire mon petit truc super sniper réussi parfaitement et sans jamais livrer autre chose. Moi, je pouvais avoir cet espoir d'avoir un Seinfeld qui va me sortir un peu un truc qui sorte de l'intellect, si tu veux, quelque part, ce que surtout toute une frange de comédiens font maintenant et qui devient presque peut-être un peu trop la norme, quoi, tu vois. Mais avoir ça, voilà. Donc du coup, moi, j'ai l'impression d'avoir une machine de guerre qui arrivait et qui avait même pas besoin de faire ça. C'est genre, j'ai même pas besoin de faire ça, tu vois. Donc il y avait un petit côté, j'essaie de me donner une humanité en revenant à petite échelle, mais qu'en réalité, dans mon humour, je ne montre presque pas. Moi, je l'ai ressenti comme ça, donc je suis mitigé, même si j'ai passé un bon moment, c'est pas la question. Ce qui est marrant, c'est que justement, pour revenir sur Comédienne, on voyait vraiment ça, pour le coup, moi je trouvais dans Comédienne, où il y avait notamment cette scène où il attendait en coulisses de monter sur scène et quelqu'un essayait de lui parler, il disait non, pas maintenant. Mais il était dans une concentration, et là il était vraiment super humain, il était vachement la distinction, moi je trouve Stéphane, après David va peut-être pouvoir parler. Non, mais c'est vrai, oui, je voulais parler après David. Il a bu 18 bières pendant que vous en état bientôt. La distinction, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de Seinfeld. Je dis pas qu'il y a deux Louis C.K., mais Louis C.K., tu peux le rapprocher de Bill Burr, que tu peux le rapprocher de George Carlin, que tu vois. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça le truc. Il n'y a pas de Seinfeld. Ça, c'est vrai. Et le truc, c'est que du coup, quand tu dis le truc que le mec fait et que en dessous, derrière, il y a les autres le reprennent, il y a personne qui le reprend. Les gens qui le reprennent, ils sont infiniment mauvais. Ouais. C'est-à-dire que, je veux dire, le type, on va le retrouver sur scène apparemment avec Gad Elmaleh, quoi. Ça fait un peu mal au cul, quoi. Tu vois, donc le truc, c'est que quand t'as Seinfeld et Gad Elmaleh, t'as le gouffre quand même, quoi. Et en même temps, ils se sont reconnus et retrouvés. Oui, bien sûr. Ah, mais on peut très bien aller boire des bières ensemble, c'est pas le problème. Non, mais même, en tout cas, Gad Elmaleh, parmi les humoristes français, est celui qui essaye d'être Seinfeld et qui a même ce même rapport à la technicité, ce même rapport à vraiment des spectacles hyper millimétrés et tout. Enfin, moi, j'aime pas du tout Gad Elmaleh, mais en tout cas, je comprends le parallèle entre les deux, le fait qu'il se retrouve sur scène, le fait qu'il s'apprécie dans leur manière de travailler. C'est un peu trop fort d'être Seinfeld, justement. C'est ça le problème. Voilà, c'est un problème, mais c'est un mec qui a pris des risques, rien que le fait quand t'es un humoriste français, d'aller aux États-Unis commencer dans les petits clubs de comédie. Enfin, bon. À propos de... moi, j'ai trouvé ça, d'une certaine manière, un peu léger. Je suis un peu resté sur ma faim, notamment sur le... Je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, sur le côté documentaire qui aurait pu être vachement plus intéressant et vachement plus poussé. En fait, il y a un aspect un peu ego trip dans le spectacle et surtout dans les séquences qui sont tournées à côté. Notamment, il y a une séquence dans une rue où en fait il a étalé au sol toutes les feuilles qui stockent de tout le matériel, de tous ses gags, de toute sa comédie, et qui montre, de manière très visuelle à la fois son travail. Et le côté méticuleux, presque obsessionnel qu'il a comme rapport à la comédie.
Et en fait, cet aspect-là, sur ses débuts, sont assez peu illustrés, à part le fait de le rejouer sur scène dans les conditions. C'est quelque chose qui manque un petit peu. Par ailleurs, il y a un truc, alors je ne crois pas me tromper là-dessus, mais sur ce qu'on disait sur son rapport à la technicité, il me semble qu'il s'applique une règle qui est que quand il passe à la télé, quand il utilise du matériel à la télé, il ne l'utilise plus en spectacle après. Oui, il me semble qu'une fois que ça a été un special, c'est terminé. Et du coup, ce qui explique qu'il en ait fait assez peu d'ailleurs. Et du coup, voilà, pour lui, faire un deal avec Netflix, ça paraît compliqué. Et du coup, je comprends mieux le format de réutiliser du matériel très ancien, parce que ça impliquerait, comme il continue à faire des tournées quand même, en fait, de jeter tout son matériel s'il passe sur Netflix. Donc, du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est effectivement un petit peu désuet. Et qui est peut-être la limite de Seinfeld par rapport à Larry David avec lequel il écrivait sa série. Pour moi, Larry David a un truc qui est mieux passé dans la modernité, quelque chose d'absurde, très outrancier, qui colle mieux avec le rapport à l'humour aujourd'hui. Et Seinfeld, d'une certaine manière, est resté un peu dans les années 90, dans son rapport vraiment à la comédie. Et du coup, quand on regarde ça aujourd'hui, comme en plus c'est des beats qui datent des années 70-80, j'imagine que voilà, pour des jeunes qui connaissent pas du tout Seinfeld, c'est peut-être pas forcément la meilleure porte d'entrée, parce que du coup on se dit mais c'est un peu de l'humour à la papa, même si c'est fait avec une technicité et un talent qui est pour le coup sans commune mesure. Enfin, il n'y a pas d'équivalent. Moi c'est marrant parce que la distinction entre les deux, j'ai envie de dire, c'est qu'il y en a un qui accepte d'être odieux, c'est-à-dire Larry David, et l'autre qui ne l'accepte pas, en fait, même s'il l'est aussi, en fait. C'est ça le truc, en fait. Et Seinfeld a besoin d'être aimé, a besoin d'être montré quand même sous un... Mais c'est ce que je dis quand je te parle du côté un peu robotique. Quand il parle d'ego trip, je m'excuse juste là-dessus, c'est que pour moi, un one-man show, c'est ego trip. C'est un ego trip de toute façon, mais c'est un ego trip dans lequel on lâche des trucs, dans lequel il y a une faille, dans lequel on est aussi capable, entre guillemets, de se moquer de soi-même, si tu veux. Et il y a mille façons de le faire, hein, tu vois. C'est vrai que dans celui-là, t'as l'impression d'un vrai contrôle absolu. C'est-à-dire, il y a une fausse spontanéité à revenir là-dedans, mais c'est probablement dû aussi ça nourrit sa comédie, hein, ça. Oui, non, mais en partie, je suis entièrement d'accord. Je critique pas le truc. Je pense juste que on n'a pas le même Seinfeld aujourd'hui qu'on avait le Seinfeld qu'on a pu aimer et de la série ou des one man show, et qui a ce côté un peu, je suis assez d'accord, un peu ce côté papa bourgeois qui arrive sur scène, où je fais le côté, je reviens à mes origines, je fais tout ça, je me mets en perspective. Mais en fait, c'est hyper contrôlé, ça va pas très loin. Et voilà, moi du coup, j'ai l'impression d'avoir un mec qui a vieilli en se cloisonnant. Là où mais Louis C.K. a eu un peu ce travers-là dans les choses récentes. Je suis assez d'accord aussi à ce que disait Jimmy tout à l'heure, tu vois. Et d'une autre manière, du coup, il a maintenant un statut et une étiquette, à mon avis, de passeur. Et c'est en ça que la série Comedians in Cars, Getting Coffee, qui va, du coup, d'après ce que je comprends, arriver très bientôt sur Netflix. Le principe, c'est tout simple. Il va rencontrer des comédiens avec des voitures de collection. Ils vont boire un café et ils parlent de comédie ensemble. C'est un format qu'on peut trouver facilement sur Internet, qui est vraiment génial, hyper intéressant. C'est uniquement en anglais, donc pour les gens qui parlent pas très bien anglais, ça sera cool de l'avoir sur Netflix. Travailler à l'école avec les sous-titres. Mais c'est passionnant. Il y a vraiment énormément de monde qui passe avec lui. Et, notamment des très anciens comme Carl Reiner par exemple, Mel Brooks. Il y a Obama. Il y a Obama. Mais ils ont déjà annoncé les types qui allaient. Ah non, c'est fait, ça existe en fait. La série existe depuis 2 ans. Ah oui, il y a 4 ou 5 saisons. Il y a Bill Burr. Ah d'accord, il y a tout le monde. Et il y a Louis C.K., il y a aussi les récents, Julia Louis-Dreyfus, etc. Exactement. Donc voilà, mais ok, super. C'est bon, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Vous êtes content, vous êtes satisfait, ça va. Tout va bien. Si tu veux, on peut reparler de Gad Elmaleh. Non, parce qu'on a vraiment besoin. C'est pas obligé parce qu'on arrive justement aux recommandations, donc on n'est pas obligé de recommader Gad Elmaleh. Vous pouvez, si tu veux. Ah, c'est pas vrai. Incroyable. Oh la vache. Bon, c'est la plus banale du monde, mais j'en ai une. Ok, donc tu veux commencer, c'est ça? Si tu veux. Bah, mieux vaut. Non, parce que bon, citer des comédiens, je vais pas citer Seinfeld, on a vu tout ce qu'il avait déjà fait. On a parlé de Louis C.K. tout ça. Moi, c'est 2 micros recos. Il y en a une, c'est si vous n'avez jamais entendu parler de Bill Hicks
Je vous conseille de découvrir Bill Hicks, qui est pas facile à trouver. Je crois qu'il n'y a pas de spectacles qui sont sortis en DVD chez nous. YouTube, je crois. Sur YouTube, je suis pas sûr que si tu tapes Bill Hicks, ça dépend comment tu le tapes. Et je suis sur des trucs. Il est mort. Il faut préciser qu'il est mort. Il est mort. Qui était probablement un des plus trash dans ce qu'il balançait sur les États-Unis et qui a inspiré d'ailleurs beaucoup de types d'aujourd'hui, dont Louis C.K. Par contre, je suis pas sûr qu'il y ait des spectacles en entier sur YouTube. Tu vas avoir des petits passages. Donc, voilà. C'est mieux d'essayer de voir un truc en entier. Et puis sinon, la reco, je sais pas, vous me direz si c'est finalement sorti en DVD en France, parce que moi pendant longtemps je l'ai attendu et je ne l'avais acheté qu'en Zone parce qu'il n'existait pas autrement. C'est le spectacle d'Eddie Murphy. Ça a l'air con, on dit pour plein de gens. Il est sur Netflix. Non, mais ça, tu parles de Hilarious. Delirious, pardon. Non, moi je parle de Raw. Et Raw, en français, c'était Eddie Murphy Show, c'était sorti en vidéo. Ah, c'est sorti en vidéo VHS. C'est sorti en VHS, mais c'est pas sorti en DVD encore. Je crois pas. Il est sur YouTube en entier, il me semble. Voilà, bon. Moi je l'avais trouvé, mais pas sous-titré. Voilà, mais en VO sous-titré, vous matez Raw, R-A-W de Eddie Murphy. Pour moi, c'est le plus grand one-man show que j'ai jamais vu de ma vie, où j'ai pleuré de la première à la dernière minute. Et vous ne verrez plus jamais Eddie Murphy de la même façon. Vous ne verrez plus jamais, ça n'a rien à voir avec le Eddie Murphy, ça n'a rien à voir avec le Eddie Murphy des films qu'on va voir, c'est hallucinant, c'est d'un génie absolu et total. Ok. Voilà. Stéphane. C'était Marocco. Super. T'en avais même 2, c'est fou. Ça veut dire que t'en auras pas dans les prochaines émissions. C'est sûr. Comme on a parlé, David, moi je vais recommander, mais les gens connaissent en fait. Gad Elmaleh. Non, les gens connaissent évidemment. Si on connaît Seinfeld, si on s'intéresse à ça, on connaît forcément Larry David, donc on connaît forcément Curb Your Enthusiasm, qui vient de démarrer après 6 ans sa 9e saison, quoi. En fait, Larry et son nombril en Larry et son nombril en français, quoi. Très beau titre français, quoi. Le premier épisode est tombé, donc il a été diffusé aux États-Unis cette semaine. Et en fait, ce qui est assez drôle dans cet épisode-là, c'est que Larry David, c'est apparemment le concept de cette saison, a écrit en fait un musical qui s'appelle Fatwa The Musical en fait, et c'est un musical sur Salman Rushdie et voilà. J'adore l'idée. C'est génial. Voilà, et le truc qui est super drôle, c'est qu'évidemment il va avoir une fatwa à la fin du premier épisode, il y a une fatwa sur lui. Évidemment. Et donc, si j'ai bien compris, parce qu'ils sont assez protecteurs sur les prochains épisodes, en fait ils en disent pas grand chose, mais si j'ai bien compris, le concept de cette saison-là, c'est que Larry David devient le paria. Vraiment le paria en fait du tout Hollywood en fait qu'il fréquente, quoi. Et voilà, donc je pense que ça peut être vraiment drôle. Le premier épisode est plutôt drôle, quoi, mais c'est un démarrage. Et voilà. Et sinon, il y a quand même 8 saisons auparavant, si vous connaissez pas. Et franchement, il y a notamment la seule vraie réunion de Seinfeld dans la saison 7. Saison 7, je crois. C'est ça. Saison 7, il me semble. Et voilà. Et donc moi je trouve très très drôle. Non, c'est parfait. C'est une série parfaite. David. Moi j'ai 2 recos. Alors une première. Mais c'est Noël. Incroyable. Une première que tu as évoquée tout à l'heure, Thomas, très rapidement, mais peut-être que les gens n'ont pas eu le temps de noter, c'est Talking Funny. Donc c'est un special d'HBO qui rassemble Jerry Seinfeld, Chris Rock, Ricky Gervais et Louis C.K. qui parlent pendant 1 heure de comédie entre eux. Ça se trouve sur YouTube, je pense. Très facilement. Et c'est vraiment passionnant, et ça reprend les oppositions de style dont on a parlé tout à l'heure. Et l'autre reco, c'est un podcast qui s'appelle Comedy News Weekly, qui parle de comédie, de stand-up, etc., animé par un humoriste québécois qui s'appelle Dan Gagnon, et un spécialiste de comédie qui s'appelle Anthony Mirelli. Et c'est pas toujours très weekly. Là, ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de nouveaux épisodes, mais c'est vraiment très bien. Ouais. Je confirme. Jimmy, c'est à toi. Moi, 11 recos, tout simplement. 11 recos, d'accord, très bien. On va faire que 2, mais genre vite fait. Pour rester sur le. Mais vite fait, les 2 sur Netflix. Anthony Jeselnik, c'est pareil en stand-up, c'est pareil ce que j'ai vu vraiment de mieux depuis Moult. Enfin, là, dans un délire très très politiquement incorrect, un ancien du SNL, un ex de Amy Schumer, qui est sur des trucs vraiment très abusés. Mais ça, bon, alors j'en ai déjà parlé, donc voilà, ça se trouve assez. Tu l'avais recommandé dans une émission. Tu peux répéter le nom. Anthony Jeselnik. Tu pourrais écouter l'émission, hein. Ouais, non, moi j'écoute pas les podcasts. Et le titre, on pourra te le noter sur un bout de papier à la fin si tu veux, papy. Le titre, c'est de son show, c'est
Il a entendu. Le titre de Sancho, c'est Thoughts and Prayers. Oui. Et le deuxième, c'est aussi un truc Netflix qui vient pour le coup d'arriver, que je trouve vraiment génial. Ça s'appelle American Vandal. C'est une petite série en 8 épisodes de 30 minutes, donc 4 heures. Ça se regarde presque d'une traite. C'est assez incroyable. C'est un mélange entre Superbad et Making a Murderer. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le meilleur teen movie fait depuis 10 ans, en gros. Filmé comme un true crime. Avec deux nerds de l'équipe vidéo du lycée qui cherchent le coupable. Il faut savoir qu'ils cherchent, en fait, c'est le gros, un peu le mec un peu le bully du lycée qui a tagué des bits sur des voitures, et en fait ils cherchent à l'innocenter pendant 8 épisodes, mais à la façon d'un Homeland ou Making a Murderer, c'est-à-dire avec les tableaux en liège et les ficelles et les photos. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Assez parfait. La fin est incroyable, je trouve. Il y a des super personnages. C'est vrai. En dire plus. Je confirme. Bon, on déborde de Rocco, c'est génial, c'est la fête. Merci à tous les 4, messieurs, notre temps est écoulé. Merci à Jules, à la technique, merci à l'antenne, pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.